Pendant presque tout le 20e siècle, la planète Terre a été divisée en deux groupes. Le bloc de l'Ouest, avec les Américains en tête, et le bloc de l'Est, avec l'URSS. Et pendant cette période-là, les Anglo-Américains ont produit des milliers et des milliers de films de science-fiction. Les Soviétiques, de leur bord, ils en ont fait quelque chose comme 100, 110. L'ordre de grandeur, c'est ça. Ils ont acquis une réputation pendant ces années-là où il était vraiment pas évident d'en trouver une copie. Ce qu'on disait, c'était que les Soviétiques prenaient la science-fiction plus au sérieux que l'Occident. Ils trouvaient que c'était un genre noble par opposition à méprisable, comme c'était le cas à l'époque. Mais aussi, on disait que leurs films avaient tendance à être plates et qu'ils étaient surtout remplis, mur à mur, de grosses propagandes marxistes. Heureusement, avec l'Internet aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus facile de trouver ces films-là. Notre film de cette semaine, à Pourquoi c'est bon, c'est un de ces 100 quelques films. Je l'ai vu. Est-ce que c'est rempli de propagande? On va en parler pendant ma petite réflexion tantôt, mais c'est certainement pas plate du tout. J'ai complètement adoré ça. J'ai vraiment passé un excellent moment en regardant le film. Ce film-là, c'est La Boucle d'Orion de 1980. Qu'est-ce que ça raconte? Dans le système solaire, il y a un mystérieux, une sorte d'objet céleste qui est en route vers la Terre, mais en fait, c'est pas tant un objet qu'une ceinture de radiation. C'est la fameuse boucle d'Orion du titre. Tous les astronautes qui ont traversé cette ceinture de radiation, ils virent complètement fous. Quand ils reviennent sur Terre, ils sont internés dans des hôpitaux psychiatriques, leur système nerveux le prend pas, les radiations de l'espace étrange détruisent complètement la psyché humaine. Alors sur Terre, on est très inquiet, d'autant plus qu'encore une fois, cette radiation se dirige vers la Terre. Alors la communauté internationale, les Soviétiques, mais aussi les Britanniques, puis en vérité, essentiellement les Nations Unies, envoie une mission de 5 savants pour comprendre ce qui se passe et, si possible, trouver une solution. Heureusement, ils sont aidés d'abord par un vaisseau spatial très sophistiqué qui est supposé résister aux radiations, mais surtout par une équipe d'androïdes qui sont leurs sosies. Ils sont beaucoup plus puissants, ils sont plus résistants, ils sont plus forts, là, comme dans Blade Runner un petit peu. Et les êtres humains, en contrepartie, sont beaucoup plus créatifs. Donc, il faut envoyer et des humains et des robots. Mais encore une fois, l'idée, c'est que les robots, ils sont identiques aux membres de l'équipage. Là. Supposément pour pas énerver l'équipage en question. Toujours est-il que tout ce beau monde et toute cette belle machine volent dans l'espace à la rencontre de la boucle d'Orion, mais ils rencontrent pas mal plus que ça. Il y a toute une série de mésaventures de l'espace. Ils se rendent compte, en tout cas, surtout que le mystère est beaucoup plus profond qu'ils n'y croyaient, que les dangers sont plus nombreux et plus sournois peut-être que ce à quoi ils s'attendaient. Et ça prend pas du tout la direction qu'eux croyaient que ça allait prendre. Et voilà, donc est-ce qu'ils vont réussir à trouver la clé de l'énigme ou des nombreuses énigmes, en vérité, qu'ils découvrent, peut-être même à rentrer en contact, à comprendre qui a envoyé cette ceinture de radiation, pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils vont réussir à dénouer tous ces pièges mortels là, qui se dirigent vers eux? Ben, comme toujours, une seule manière de le savoir, c'est de regarder La Boucle d'Orion. Rassurez-vous, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas plate. En tout cas, moi, j'ai adoré ça, j'ai vraiment adoré ça. Et sans plus tarder, voici pourquoi. Pourquoi c'est bon? 3 raisons. La première, c'est que l'histoire est vraiment super bonne. Je vais commencer avec ça. Bon, ça commence avec un prologue où est-ce qu'on voit des entrevues avec je pense que c'est des vrais physiciens soviétiques. Il y a même un général, une sorte de général philosophe. Là. Puis ils nous font tout un discours au début sur à quoi pourrait ressembler dans la vraie vie un contact avec une race extraterrestre. À quoi pourrait ressembler la communication avec une race extraterrestre. Quel genre de défi ça pourrait représenter. Bon, c'est un peu lourdingue, là, les entrevues au début comme ça, mais moins que ce qu'on pourrait croire. Puis surtout, ça pose vraiment dès le début la question fondamentale du film qui est, ben c'est ça, il y a une race extraterrestre, là, je vous vends pas un gros punch, là, ils nous le disent avant le générique, là, que c'est ça qu'on va voir. La question c'est, d'une part, qu'est-ce qu'ils veulent, mais est-ce qu'on est même capable de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que la différence mentale, culturelle est tellement énorme. Puis moi, c'est un sujet que j'ai toujours adoré. À beaucoup de points de vue, c'est mon sujet de science-fiction préféré. C'est pour ça, entre autres, que j'ai autant aimé Arrival là, de Denis Villeneuve. Là.
J'adore ce film-là, ça se dit pas. Whipping Star de Frank Herbert, aussi le bouquin, là, c'est pas un film, c'est un bouquin, mais c'est une exploration de cette question-là magistrale, moi je trouve. Ben, c'est ça qu'on a là-dedans, puis c'est un thème pas si fréquent que ça, on le rencontre de temps en temps, mais ici, il est très, très, très bien exploré, puis dans le cadre d'une histoire, comme je le mentionnais, qui est remplie non seulement de rebondissements, mais de rebondissements qui fonctionnent, puis qui, moi, en tout cas, à plusieurs moments dans le film, m'ont surpris. L'intrigue a des revirements assez nombreux, puis prend des directions à laquelle moi je ne m'étais pas attendu, puis je vais vous admettre que peut-être comme vous, quand j'ai vu les androïdes Suzy, je me suis fait un certain nombre de scénarios sur les directions que l'histoire était susceptible de prendre. Or, sans trop rien vous gâcher, c'est pas forcément ça qui se passe. Le thème est bien exploré, l'histoire est bien utilisée, le mystère au début est super, super, super bon, puis il s'approfondit au fur et à mesure. Il y a des mystères supplémentaires qui se rajoutent, là. Donc c'est cet effet-là de succession de mystères grandissants, puis ce sentiment-là là, de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe, puis d'être vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, puis de... Voilà, fait que ça marche hyper gros, là. J'ai vraiment, vraiment, encore une fois, adoré ça. Puis c'est des thèmes qui sont plus proches de la science-fiction littéraire, à beaucoup de points de vue. J'ai évoqué Whipping Star rapidement. Puis là-dessus, ben... Au moins pour ce film-là, il est vrai que, ouais, c'est plus proche de la science-fiction littéraire. C'est plus sérieux que d'autres films. Sérieux dans ce sens-là, plus réfléchi, là. C'est moins un film d'action, puis c'est plus un film qui a les qualités méditatives ou intellectuelles, là, si on veut, là, de la science-fiction plus prestigieuse qu'on a vu apparaître dans les années 50, 60, 70. Là. Bon. Essentiellement, c'est juste une super bonne histoire de science-fiction, puis il n'y en a pas tant que ça. Deuxième raison pour laquelle c'est super bon, un, c'est super beau, puis deux, les effets spéciaux, en général, sont plutôt réussis. C'est évident là, que des bouts, ça fait plutôt vieux Doctor Who que Guerre des Étoiles. Là. Ça fait pas... c'est ça. Ils n'ont pas un gros budget, ça paraît, le vaisseau spatial, c'est cheap, tout est cheap, bon. Mais les décors et les costumes, déjà, moi, je trouve qu'ils sont super beaux. Encore une fois, c'est pas un énorme budget, mais ça marche. Puis quand je dis que c'est beau, c'est surtout toutes les séquences dans l'espace, en fait, auxquelles je pense. Il y a beaucoup de passes, il y a des passes d'hallucination en particulier. Les extraterrestres se manifestent par des séries de visions plus ou moins incompréhensibles. Puis la boucle d'Orion elle-même, et donc cette ceinture de radiation-là, et un côté un peu, couleur tombée de l'espace, si vous voyez ce que je veux dire. Là. Regarde, c'est juste super, 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 super beau. Puis si vous avez vu l'affiche, en fait, je l'ai mis dans la vidéo, mais l'affiche du film donne une assez bonne idée de l'atmosphère visuelle du film. Pas exactement que ça ressemble à ça, mais l'émotion que moi je ressens quand je regarde l'affiche, ben je la ressens quand je regarde le contenu visuel du film. En ce qui concerne les effets spéciaux, un élément des effets spéciaux que j'ai trouvé hyper réussi, c'est tout ce qui concerne l'antigravité, l'absence de gravité, les gens qui flottent dans l'espace, à tel point que je me suis carrément demandé comment ils ont fait. Bon, le plus probable, c'est qu'ils étaient sur des fils, mais d'habitude, ça paraît. Il y a quelque chose dans les mouvements qui font un petit peu artificiel. Ben là-dedans, ça m'a plutôt fait penser aux effets dans Apollo 13, là, le film avec Tom Hanks, là, il y a quelques années. Là. Où est-ce que je crois me souvenir que dans Apollo 13, il y avait carrément filmé les séquences d'apesanteur en apesanteur. Il avait utilisé un avion spécial qui faisait de la plongée à haute vitesse, donc il flottait en état d'apesanteur pendant le tournage. Fait que, ouais, ça paraît. Ben, l'impression que j'ai eue en regardant les séquences d'apesanteur dans Boucle d'Orion est comparable à l'impression que j'ai eue en regardant les séquences d'apesanteur dans Apollo 13. Fait que bravo l'équipe d'effets visuels de Boucle d'Orion. Puis troisième raison pour laquelle c'est bon, c'est que la réalisation et la musique marchent bien. La musique en particulier est la meilleure musique que j'ai le souvenir d'avoir entendue dans un film de science-fiction d'Europe de l'Est, là, du bloc soviétique, à part la musique des films de Tarkovsky, mais lui, il utilise la musique classique. Fait que, ouais. Bon. Puis il a choisi magistralement. Ça fait que dans les Tarko, la musique est meilleure, mais en termes de musique originale, dans mon souvenir, en tout cas, dans les
on va dire, quelques dizaines de films d'Europe de l'Est de science-fiction que j'ai vus. Celle qui m'a vraiment le plus touché dès le début, c'est celle de ce film-là. C'est de la musique orchestrale. C'est différent de John Williams, certainement, mais c'est un peu quand même... C'est un orchestre qui joue de la musique, puis la musique est vraiment super, super, super belle, donc bravo. Puis la réalisation est pas toujours habile, il y a beaucoup de caméras épaules, à mon avis, qui marchent pas bien, mais il y a d'autres aspects de la réalisation, peut-être un peu plus subtils, là, mais que moi j'ai trouvé plutôt réussi. Puis règle générale, la version courte, c'est que l'histoire est bonne, les effets sont bons, la musique est bonne, puis les acteurs sont plutôt cool, puis c'est ça, la réalisation est bonne. Fait que tout est bon, finalement. Ça fait que, ouais, donc c'est excellent. J'ai vraiment, vraiment passé un excellent moment, là. Ça m'a fait du bien en dedans de regarder ce film-là. Fait que, ouais... On fait quelque chose de différent aujourd'hui. J'ai décidé que pour les prochaines réflexions, pendant un petit bout, là, j'allais approfondir ma fameuse question des trames narratives. Puis je vais en parler dans une vidéo à part, une série de vidéos en fait. Là. Pourquoi est-ce que je trouve ça autant important? Pourquoi est-ce que je vous achale avec ça sur une base aussi presque systématique? Pourquoi est-ce que je reviens tout le temps là-dessus? Mais la version courte, OK, puis ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous dire les grandes lignes de pourquoi je trouve ça important, puis essentiellement vous dire les questions que moi je me pose par rapport à cette question-là. Quelles sont les questions pratiques que moi je me pose en lien avec cet enjeu des trames narratives? Je pense que les questions, honnêtement, je pense que les questions valent la peine. Là. Donc, c'est pas pour rien que j'en parle tout le temps, parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'important. La trame narrative, en partant, je ne parle pas de l'histoire d'un film en particulier. Je veux parler des histoires, de l'interrelation des histoires qu'une civilisation se raconte. Ce que j'appelle trame narrative, c'est l'enchevêtrement d'éléments d'histoire collective que les gens se racontent, okay, puis qui prennent pour acquis, puis qui ont oublié qu'ils sont en train de se raconter, qui prennent juste pour la réalité, essentiellement. Okay, ça, c'est la version courte. Donc, l'idée est que les êtres humains, on se raconte des histoires, on s'en raconte sur nous-mêmes, on s'en raconte sur notre famille, on s'en raconte sur la société, qui est le bon, qui est le méchant, qui est-ce qui est gentil, qui est-ce qui est... Bon, toutes ces questions-là. Une culture, c'est essentiellement, à beaucoup de points de vue, le mélange de ces histoires-là, composer elle-même d'autres histoires, puis tout ça est inconscient, puis dans ces histoires inconscientes-là, c'est là beaucoup est-ce que le pouvoir s'assoit, finalement. C'est là où est-ce que le pouvoir s'installe. C'est là où est-ce que, mettons, la colonisation, ou peu importe, le phénomène du être colonisé, là, c'est là que ça s'installe, en énorme partie. Okay? C'est dans les histoires inconscientes. Bon, là, je fais la version très, très, très rapide, là, mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que on est prisonnier des histoires qu'on se raconte. Ces histoires-là sont pour la plupart inconscientes, puis beaucoup de ces histoires-là ne viennent pas de nous. C'est des histoires qui nous ont été répétées jusqu'à temps qu'on les croit, puis qu'on les croit tellement qu'on se rend plus compte qu'on les croit, mais qu'on les prend tout simplement pour la réalité elle-même. On ne fait plus la distinction entre la réalité et l'histoire. Puis ça, c'est le grand drame de l'être humain en 2024, là, okay, en début du 21e siècle, okay, d'après moi. Un des grands drames, mais c'est ça. Mettons que résoudre ça, à mon avis, c'est résoudre une grosse partie du problème. Alors, si on part du principe que mon hypothèse est vraie, on se raconte des histoires, ces histoires-là sont inconscientes, puis il y a beaucoup de ces histoires inconscientes, culturelles-là, qui nous font jouer un rôle qui nous a été imposé, que nous n'avons pas choisi, puis que finalement on croit que c'est nous autres. Bien, si ça c'est vrai, déjà on constate rapidement qu'on est... Est-ce qu'on peut dire qu'on est libre à ce moment-là? Okay. Est-ce qu'on peut dire qu'on est soi-même à ce moment-là? Ben moi, je pense que non. Elle a l'affaire. T'sais. Dans le cas de la boucle d'Orion, quel genre de questions je me pose? Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Qu'est-ce qui est le plus évident? Ben, le plus évident dans le cas du film, c'est que c'est un film de science-fiction soviétique du début des années 80. C'est incontestable, c'est ça que c'est. OK? C'est quoi les premières idées qui me viennent en tête sur ce sujet-là? Puis ces premières idées-là, il y a des bonnes chances que ce soit les lieux communs que tout le monde véhicule par rapport à un sujet donné. C'est souvent ça les premières idées qui nous viennent en tête.
OK. Bon, mais ces lieux communs-là, c'est ce que la culture en général considère comme la réalité consensuelle, le résumé de la réalité consensuelle. C'est ce que la culture prend pour acquis que cette chose-là est. Donc, qu'est-ce qui me vient en tête? Bon, les films soviétiques sont remplis de propagande. Je me dis, OK, bon, ben, on sait bien, les Soviétiques, ils faisaient des gros films de propagande, puis ils faisaient des gros films de propagande parce que c'était une dictature, puis qu'ils voulaient contrôler le mental du monde. OK? Puis aussi, oui, ils prennent la science-fiction plus au sérieux que, mettons, l'Occident, mais fondamentalement, ils font des films de propagande parce que c'est une dictature, puis ils veulent laver le cerveau du monde avec leur idéologie maléfique. Bon, ben, moi, j'ai grandi dans les années 80, là, OK? Ben, c'est ça que j'ai entendu toute mon enfance, là, OK? Les Soviétiques font des films de propagande parce qu'ils veulent laver le cerveau de la population pour leur inculquer leur idéologie liberticide. Voilà. Donc, ça, essentiellement, c'est le discours explicite. Okay? Mais ce n'est pas la trame narrative par rapport au sujet de la propagande. C'est le discours explicite. C'est ce que nous, on se raconte ouvertement. Qu'est-ce qui a l'air absolument évident et indiscutable? Donc, j'ai mentionné, OK, c'est un film de science-fiction soviétique du début des années 80. C'est donc rempli de propagande et l'URSS est une dictature. Okay. Tout ça, ça a l'air d'être des évidences. Or, première question à se poser, ou deuxième ou troisième, là, je n'ai pas compté, mais prochaine question à se poser, c'est est-ce que ça, URSS égale propagande, mur à mur, égale dictature, est-ce que ce sont des faits indiscutables, okay, documentés, prouvés, avérés dans 100% des cas, ou est-ce que c'est des opinions reçues, des idées reçues, des clichés, ou est-ce que c'est des jugements de valeur, ou est-ce que c'est autre chose? Donc là, pour ne pas m'éterniser, là, encore plus que je suis en train de le faire, on va juste prendre l'affaire de propagande. Le lieu commun, c'est les Soviétiques font des films de propagande. Est-ce que c'est vrai? La réponse courte, c'est qu'il y a un côté oui, mais il y a un côté oui puis non. C'est ça. Si vous regardez le film, puis ça va être ça ma conclusion tantôt, là, je vous fais ma conclusion tout de suite, c'est la propagande soviétique, là, c'est pas du tout ce qu'on pense que c'est. L'image mentale qu'on a de la propagande soviétique, où est-ce qu'on a formé cette opinion-là sur des films que, dans la plupart des cas, on n'a jamais vus avant récemment. Des films que personne n'avait vus quand ils ont commencé à dire que c'est de la propagande. Où est-ce qu'ils ont conçu, où a été conçu le lieu commun que les films de l'URSS sont remplis de propagande? Si c'est pas dans les films eux-mêmes que personne n'a regardé. C'est pas dans le discours des Soviétiques. Okay, donc, c'est dans le discours de quelqu'un ici. Est-ce que c'est un fait avéré et indiscutable que les films soviétiques sont remplis de propagande? Ce qui est indiscutable, c'est qu'il y a absolument de la propagande dans les films soviétiques. Okay. Puis ça, on le sait comme fait historique parce que des auteurs comme les fameux frères Strugatsky, là, probablement les plus grands auteurs de science-fiction d'Europe de l'Est, là, qui ont écrit Stalker en particulier, Roadside Picnic, un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie de loin. Là. Autant eux que, par exemple, Andrei Tarkovsky, les deux ont eu des problèmes bien documentés avec la censure. Entre eux, dans Roadside Picnic, justement, les frères Strugatsky, il y a une postface, puis ils mentionnent là, qu'est-ce que c'était, là, les difficultés qu'ils ont eues avec le bureau de censure. Là. Bon. Donc, ouais, il y a de la propagande. Mais si vous regardez le film, vous allez voir qu'elle ne s'exprime pas du tout de la manière qu'on pense qu'elle s'exprime. Pour l'instant, notons tout simplement que, oui, il est vrai qu'il y a de la propagande. Okay? Historiquement, on sait qu'il y a eu de la propagande. Ce qui n'est pas certain du tout, c'est est-ce que la propagande réelle dans le film correspond à l'image mentale que moi, je me fais de la propagande soviétique. Pourquoi est-ce que c'est important? Ben, voilà. L'autre chose qui est prise pour acquis, c'est est-ce que l'URSS était une dictature? Donc, dans le lieu commun, on a, OK, l'URSS font des films, est un pays dictatorial et qui remplissait la tête de ses citoyens de propagande pour leur laver le cerveau. Bon, il y a un raccourci qui est fait ici par rapport à l'État policier, l'État totalitaire, puis la dictature, parce que c'est pas la même chose. Dans le diagramme de Venn, il y a forcément des recoupements, mais c'est loin d'être la même chose, ces trois phénomènes-là. C'est bon.
Ce qui est certain, c'est que l'URSS n'est pas exactement une dictature, par exemple, comme chez les nazis. Là. Okay? Une dictature, essentiellement, c'est une forme de... C'est un peu comme une monarchie. Là. Okay? Une monarchie absolue. Puis même ça, il y en a pas eu il y en a eu moins qu'on croit, des monarchies absolues où le roi est tyrannique et peut exercer là, sans aucune retenue. Là, c'est beaucoup moins répandu qu'on croit que ça l'est, ça, historiquement. Le dictateur plénipotentiaire là, qui dicte sa volonté à la population et à l'État, okay? Puis il y a entre ses mains à lui, c'est ça, les rênes de toute une société, tout un État. Ben ouais, Hitler, mais même Hitler, il y a un aspect où c'est plus compliqué que ça. Encore une fois, c'est un sujet pour un autre jour, mais il est certain que en Allemagne nazie, il y avait un dictateur, puis c'était Hitler. Ça, c'est incontestable. Bon, l'Espagne fasciste, OK, Franco, bon exemple. OK, bon, lui, là, c'est encore le même principe, une dictature, ben donc, les Duvalier en Haïti, c'était des dictatures. Bon, où est-ce que tu as une personne forte qui gère le pays, OK. Mais en URSS, bon, sous l'époque stalinienne, c'est plutôt comme ça. Ouais, ça se discute très raisonnablement, mais à l'époque, à d'autres époques, c'est loin d'être évident. Là. Okay. Certainement en 80, on est proche de l'époque de Gorbatchev. Je pense qu'il n'est pas encore au pouvoir en 80, mais il va arriver au pouvoir dans pas très longtemps. Ben, c'est ça, Gorbatchev, c'est pas un dictateur, là. OK? C'est juste pas un dictateur. C'est un État policier où tout le monde est obligé de participer à l'idéologie dominante, OK? Mais, tu sais, ouais, tu sais, si vous allez voir un film comme Gorky Park, par exemple, même par rapport à la question d'État policier, Gorky Park, c'est un film de détective qui se passe en Union soviétique dans les années 80. Il y a William Hurt là-dedans, James Coburn. C'est super bon. Puis William Hurt fait un flic. Puis ce qu'on voit là-dedans, c'est que, en tout cas, je présumais que c'était relativement proche de la réalité, au moins au niveau administratif, là, c'est que, oui, il y a le KGB, puis il y a la police secrète, mais c'est pas eux autres qui gèrent toute la justice dans le pays, là. Okay? Il y a une police, il y a des lois, il y a des enquêtes, puis c'est juste pas vrai que toutes les lois sont faites pour opprimer le peuple en Union soviétique, puis que les gens le vivent, qu'il y a une terreur policière de tous les instants. Okay? Donc, c'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de répression policière en URSS, ça serait absurde de le prétendre. Puis oui, il y a le KGB, encore une fois. Mais, l'image mentale de l'exercice de la domination politique en URSS, que nous, on a, vient de ce qu'on a vu dans les médias ici. Ça inclut l'image qu'on a de comment est-ce que le contrôle de la pensée est effectué, c'est-à-dire comment est-ce que la propagande est effectuée, puis ce qu'il y a dans cette propagande-là. Puis là, je vais finir là-dessus. J'en ai pour des pages et des pages de plus, là. Fait que pour ma grille d'analyse complète, honnêtement, j'en reparlerai en autre tantôt, parce qu'autrement, j'en ai pour 3 heures. Mais en se posant ce genre de questions-là par rapport à ce que j'appelle la trame narrative. Donc là, ce qu'on met de l'avant, okay, c'est notre trame narrative collective par rapport à ce qu'on imagine, ce qu'on croit que l'URSS est, ce qu'une dictature est, puis ce que la propagande est. Puis l'histoire implicite là-dedans, elle concerne pas tant l'ennemi qu'on est en train de décrire, mais c'est plus sur ce que la société dans laquelle nous on vit fait croire qu'elle est. Okay. C'est pas un discours sur les méchants, c'est un discours sur nous, les gentils, qui sommes opposés à ces méchants-là. Eux, ils sont contre la liberté. Ce qui est implicite là-dedans, c'est que nous, on n'est pas pour la liberté. Eux, ils ont un régime, tu sais, ils sont opprimés par la police. Donc, nous, régime de la liberté, on n'est pas opprimés par la police. Eux subissent de la propagande. Donc, nous, on ne subit pas de la propagande. Oui, il y a de la publicité, oui, il y a des cours, des ateliers de rééducation politique, ou peu importe, là, comme on voit beaucoup dans beaucoup de milieux de travail présentement. Mais non, ça, c'est pas de la propagande. Parce que, pourquoi c'est pas de la propagande? Okay. S'il y a un discours, si l'État
met en place un discours pour convaincre sa population de quelque chose, puis que c'est mal dans le cas des Soviétiques, puis que c'est bien ici. Où est la différence? Okay. Bon, puis justement, donc l'idée avec la question des trames narratives, c'est explorer les lieux communs, puis poser des questions qui vont nous permettre de mettre ces choses-là en lumière. Il y a des rapprochements à faire avec l'approche marxiste et l'approche de déconstruction de gens comme Derrida, Michel Foucault. C'est tous des auteurs que j'aime beaucoup, puis c'est tous des auteurs que j'aime beaucoup pour cette raison-là. Okay? Parce qu'il y a quelque chose dans la méthodologie, pas les conclusions, forcément. Okay. Moi, je ne suis pas un marxiste, c'est manifeste du Parti communiste, là, c'est pas ça, moi, mon truc, là. Okay. Mais la méthode marxiste, okay, qui est basée sur déconstruire les histoires collectives, essentiellement. Ne regardez pas qu'est-ce que les gens disent, regardez qu'est-ce qu'ils font, essentiellement. La version hyper boboche là, du marxisme, le marxisme comme philosophie, c'est ça. Okay. Comme approche historique, là, c'est ça. Okay. Regardez pas qu'est-ce que les gens disent, regardez qu'est-ce qu'ils font. Puis vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux. Okay. Mais moi, personnellement, mon affaire de trame narrative, l'idée, c'est, non, regardez aussi qu'est-ce qu'ils disent, parce que c'est en bonne partie comme ça qu'ils réussissent à asseoir le pouvoir qui leur permet de faire ce qu'ils font. Okay. Avec, non seulement avec une bénédiction, là, à nous. L'importance cruciale, à mon avis, une des importances cruciales, une des raisons cruciales pour lesquelles c'est si important de remettre en question la trame narrative dans laquelle nous baignons, qui constitue notre pensée, c'est que si on ne le fait pas avec une extrême rigueur et une extrême prudence et une extrême bonne foi, okay, ben, ce qu'on se trouve à faire, c'est reproduire l'idéologie dominante, okay, pas dans son contenu explicite, mais dans son contenu implicite. Okay? Puis, à mon avis, encore une fois, ce qu'on a aujourd'hui, avec les phénomènes dans les universités américaines, mais qui sont répandus à ma connaissance, en tout cas dans beaucoup d'universités occidentales, avec ce qu'on appelle le wokisme, par exemple, ce genre de choses-là. Ce qu'on a là, okay, c'est le triomphe absolu et total de l'idéologie dominante, okay, mais où le squelette de l'idéologie est entièrement le même. Les rapports de domination, quoique les gens qui souscrivent à ces thèses-là en pensent, les rapports de domination sont 100% les mêmes. Okay? Mais le contenu explicite est différent. OK. Donc, c'est ça. C'est la même trame narrative, c'est le même régime, c'est la même justification, c'est le même cadre idéologique à tous les points de vue, mais le costume a changé, mais le spectacle est le même. Le message du spectacle est le même, puis c'est le même théâtre, le même auteur, la même mise en scène. Donc, voilà. Puis, recommandation, j'ai le plaisir de vous parler pour la première fois, mais sans doute pas la dernière, d'un de mes films préférés de tous les temps, un film d'Europe de l'Est, un film d'Estonie, qui faisait partie, je crois, de l'URSS à l'époque. Ce film-là, c'est L'Hôtel de l'Alpiniste mort. C'est un film de contact avec une race extraterrestre qui est difficile à comprendre. C'est, encore une fois, un de mes sujets préférés dans la science-fiction. C'est basé sur les fameux frères Strugatsky, un de leurs bouquins que je n'ai pas lu, mais que j'ai bien hâte de lire. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on a un hôtel pour skieurs, quelque part dans les montagnes, donc en Estonie, et il se passe des phénomènes très étranges, et il y a un agent du KGB, justement, qui est envoyé sur place pour enquêter. Il regarde les invités de l'hôtel, puis les employés de l'hôtel, puis tout le monde a l'air complètement comme s'ils venaient d'une autre planète. Puis la raison, c'est qu'ils viennent d'une autre planète. C'est des extraterrestres. Leur vaisseau s'est écrasé, quelque chose comme ça. Puis ils sont complètement... Ils ont la forme humaine, mais leurs comportements sont incompréhensibles. Ça prend un bon grand bout de temps avant que notre détective du KGB comprenne que c'est ça qui est en train de se passer. Là où le film va avec ça, qu'est-ce qu'il fait un coup que le gars se rend compte de ce qui se passe, moi je trouve que c'est excellent, c'est vraiment super intéressant qu'est-ce qu'ils font avec ça. C'est vraiment un film sur la difficulté de communiquer, la difficulté d'établir le contact, particulièrement quand il est question de deux races extraterrestres essentiellement. Est-il même possible
d'établir un contact, de se comprendre réellement. Puis moi, ça vient me chercher, ce sujet-là. Puis même si la réalisation de l'hôtel de l'alpiniste mort, c'est pas la plus excitante sur Terre, c'est pas forcément la plus habile sur Terre, mettons, l'histoire est vraiment, vraiment hyper cool. C'est une des meilleures explorations, d'une des meilleures questions de la science-fiction que moi je connais. Donc, hautement, chaudement recommandé, l'Hôtel de l'Alpiniste mort. Et si vous avez le choix entre la Boucle d'Orion et l'Hôtel de l'Alpiniste mort, ben écoutez les deux. OK? C'est pas une question de choix. Écoutez les deux. Commencez par celui que vous voulez, mais écoutez-les la même semaine, là, la même journée, si vous pouvez. C'est deux excellents exemples de science-fiction soviétique. Puis en ce qui concerne la Boucle d'Orion, pourquoi c'est bon? Ben, c'est bon tout simplement parce que c'est juste un super, super bon film de science-fiction. Puis, encore une fois, il n'y en a pas des masses, finalement, des films comme ça. Puis ça, c'en est un. C'est super.